Eh bien, Monsieur Bernadac, je crois qu'il faut que nous parlions des problèmes économiques et sociaux. Bon, mais si vous le voulez, avant d'aborder votre politique future, peut-être est-il nécessaire de faire un retour en arrière, car certains Français, aussi bien des hommes politiques que des simples citoyens, vous accusent et disent votre gestion est responsable des événements de mai et donc de la crise que nous traversons actuellement. Bilan. C'est de bilan qu'il s'agit, si je comprends bien. Eh bien, je voudrais dire à propos de bilan deux ou trois choses. Tout d'abord, on dit que cette campagne électorale est égale et que chaque concurrent a le même temps. Mais moi, je suis bien obligé de constater que j'ai 6 concurrents qui attaquent essentiellement ma personne et que je suis un seul contre 6. Mon Dieu, je vais essayer de me défendre. Ensuite, je voudrais limiter le problème du bilan. Je ne discute ni ne critique ce qu'a fait la Ve République avant moi ou ce qu'elle a fait après. C'est moi qui suis candidat, donc je parle bilan pour la période 1962-68 où j'ai été Premier ministre. Et à ce propos d'ailleurs, je dois dire que je m'étonne de m'entendre critiquer par des hommes qui ont été au pouvoir pendant la Quatrième République, M. Defer ou M. Mendès France, et qui devraient bien aussi faire leur propre bilan. J'ai discuté à Grenoble, on s'en souvient peut-être, devant un public presque entièrement mendésiste, de bilan de la Quatrième et de mon bilan respectif, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir le dessous à l'époque. Et quant à M. Poher, je dois dire que depuis 10 ans, il n'a jamais critiqué cette politique économique et sociale. Enfin, parlons bilan donc. Et vous dites que je serais responsable des événements de mai, mais les événements de mai, ils ont eu lieu partout. Cette révolte universitaire a été générale. C'est vrai qu'en France, ça a pris des proportions un peu plus étendues, ça a été plus long. Mais peut-être, si j'avais fait, comme ailleurs, donner la troupe, si je n'avais pas hésité à tuer un certain nombre d'étudiants, ça serait arrêté plus tôt. Mais ça, je ne le voulais pas. Et je crois que les Français ne m'ont pas donné tort. On juge en général un candidat parfois sur sa mine, mais toujours et avant tout sur son programme. Alors si vous le voulez bien, monsieur, nous allons maintenant parler de votre programme. Non, je suis disposé à revenir sur le problème du bilan. Parce qu'enfin, il faut le faire sur le plan économique et sur le plan social. Et puis nous parlerons de la suite. Bilan économique. À quoi est-ce qu'on mesure un bilan? À des chiffres. Je ne voudrais pas écraser les spectateurs sous les chiffres, mais j'en donnerai tout de même quelques-uns. En 62, quand j'arrive au pouvoir, les autoroutes, on s'en plaint, c'est vrai. Il y en avait 77 kilomètres. En 6 ans, j'en ai mis en service 900, et en chantier, plus de 1000. Le téléphone, Dieu sait si l'on s'en plaint aussi, c'est vrai. De 1952 à 58, pour prendre une période de même durée, on a mis en service 700 000 nouveaux abonnés. J'en ai mis en service 2 900 000. Les hôpitaux, de 1962 à 1968, on a construit plus d'hôpitaux qu'entre 1900 et 1962. Budget de l'éducation nationale, je l'ai fait passer de 9% à plus de 17% du budget. Budget des armées, je l'ai ramené de près de 30% à un peu plus de 17%. Et il faut finir par un chiffre global. Eh bien, il existe un organisme qui s'appelle l'OCDE et qui groupe tous les pays industrialisés à l'exception des pays communistes. De 1962 à 1968, pour la croissance du produit national en volume, pas en valeur, parce qu'en valeur, on pourrait me parler de la hausse des prix. En volume, la France arrive au second rang, après le Japon, qui nous dépasse, c'est vrai, de loin. Mais devant tous les autres, notamment devant l'Allemagne. Croyez-vous que ce soit si mal? Bien sûr, je ne prétends pas que ce soit idéal, loin de là. Mais enfin, je peux dire que j'ai fait mieux que ceux qui m'attaquent. C'est déjà quelque chose. Et quant au bilan social, vous savez, pour moi, c'est avant tout un problème de niveau de vie. Eh bien, de 1962 à 1968,
le nombre des voitures, un foyer sur 3 quand je suis arrivé, 1 sur 2 et même plus d'1 sur 2 quand je suis parti avait une voiture. Les frigidaires, ils ont doublé pendant ces 6 années. Les télévisions ont triplé. Le pouvoir d'achat des ménages s'est accru en tenant compte du prix de la vie, vous me comprenez bien. C'est accru de 27%. Celui des salariés, un peu plus. Celui des agriculteurs, un peu moins. Ça fait en moyenne près de 4% d'augmentation par an. Ce qui non plus n'est pas si mal. Et quant au prix de la vie, c'est vrai, il a augmenté. Il a augmenté en moyenne de 3,8% par an. C'est trop. Mais vous savez combien c'était pendant la 4e République? 11% par an. Alors, qu'ils fassent un peu leur bilan, et nous parlerons du mien ensuite, voulez-vous? Bon, alors ça c'était le passé, tournons donc vers l'avenir. Quel est, monsieur, votre programme? Oui, c'est vrai, il faut parler programme. Mais moi je n'aime pas le mot programme, vous le savez. Il n'est pas gaulliste, car c'est un tissu de promesses qu'on tient ou qu'on ne tient pas. Je parle d'objectifs, c'est-à-dire les choses que je veux essayer d'atteindre de tous mes efforts, et qui évidemment, je ne suis pas absolument sûr d'atteindre, surtout si personne ne m'aide. Bon, alors j'efface le mot programme. Vos objectifs? Mes objectifs. Eh bien, nous sommes en économie, il y a 3 domaines essentiels. L'industrie, le commerce, l'agriculture. L'industrie d'abord. C'est, du point de vue purement économique, probablement ce qui est le plus important. Le monde moderne est un monde industriel. Il faut donc faire de la France un grand pays moderne, c'est-à-dire un grand pays industriel. Pour cela, que peut faire l'État? Eh bien, l'État doit favoriser l'investissement. Il ne s'agit pas d'enrichir les patrons ou les actionnaires. Il s'agit de permettre aux entreprises d'investir de façon à se moderniser et, en se modernisant, de produire davantage à meilleur compte pour vendre meilleur marché et vendre davantage à l'étranger. Là doit être l'effort de l'État. Le plan doit permettre de donner les grandes lignes de l'avenir industriel. Mais il faut aider puissamment l'initiative. Il faut la laisser se dégager, se libérer des entraves de la technocratie. C'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc, effort industriel important, effort également régional pour que cette industrie s'installe partout et non pas dans 2 ou 3 régions, et effort pour que cette industrie soit favorisée par l'État et non pas contrariée. Voilà pour l'industrie qui a besoin d'incitation, d'excitation, de facilité, pour tout dire, de libération. Le commerce. Le commerce évolue lui aussi. Le grand commerce prend une place de plus en plus importante, reconnaissons-le. Et c'est une évolution nécessaire que personne n'empêchera. Mais dans cette évolution, il faut ménager ce qui existe. Je pense au petit commerce, je pense aussi à quelque chose de voisin, qui est l'artisanat. Non pas du tout par souci de conservatisme, mais parce que je crois profondément que le petit commerce et l'artisanat sont nécessaires à l'équilibre social d'un pays, et qu'en même temps, ils apportent à la vie de tout le monde une sorte de caractère plus humain, moins mécanique, et qui est indispensable. Donc, laisser progresser le grand commerce, mais en le contrôlant dans sa croissance. Aider le petit commerce, l'artisanat, en les libérant des servitudes administratives, de contrôles tatillons, de charges fiscales excessives, pour leur permettre de se moderniser eux aussi, de se mettre au goût du jour, d'accompagner l'évolution au lieu d'en être écrasés. Voilà, en gros,
Mon programme, je l'ai défini plus en détail lorsque j'ai rencontré des représentants de la profession ou des parlementaires qui étaient leurs porte-parole. Mais cela, vous savez, je ne le dis pas à des fins électorales. Je l'ai dit quand j'étais Premier ministre. J'ai commencé par un certain nombre de mesures et je continue à le dire. Au passage, d'ailleurs, je signale que nous avons pris une loi sur l'assurance maladie qui fait beaucoup couler d'encre et de salive et qui avait été élaborée pourtant en plein accord avec les professions. Elle se révèle imparfaite, il faut la réviser. Vous avez oublié, je pense, les agriculteurs. Et les agriculteurs disent toujours on nous oublie. Eh bien, écoutez, figurez-vous, je les ai gardés pour la fin. Et je les ai gardés pour la fin parce que si quelqu'un ne peut pas les oublier, c'est bien moi, petit-fils de paysan, et qui a encore beaucoup de cousins qui travaillent la terre, et je vous assure, une terre qui n'est pas riche. Alors, en matière agricole, j'ai deux idées principales. Il y a une agriculture moderne, industrielle dans ses méthodes, dans les grandes plaines du bassin parisien. C'est elle qui va fournir la masse de céréales, de betteraves sucrières et autres, avec lesquelles nous devons pouvoir fournir nos partenaires du marché commun. Et puis, il y a une petite agriculture familiale. Celle-ci souffre encore de son retard. Les superficies sont trop étroites. Les charges au départ pour les jeunes sont trop lourdes. L'équipement, et en particulier le confort des foyers, est encore dans bien des régions insuffisant. Et je les connais, ces régions. Que ce soit la Bretagne, que ce soit le Maine ou la Normandie, que ce soit l'Auvergne, le Rouergue, le Quercy. Je pourrais vous en énumérer pas mal, où j'ai passé beaucoup de temps. Il faut donc remembrer cette agriculture familiale de telle sorte que nous ayons des exploitations plus importantes et mieux organisées et qui soient rentables. Mais il faut sauver l'agriculture familiale parce que c'est à la fois une nécessité sociale et une nécessité pour la France même que je ne veux pas transformer en de grandes villes d'un côté et une sorte de désert par ailleurs. Cela veut dire que nous devons, à l'intérieur du marché commun, être extrêmement énergiques avec nos partenaires et en particulier repousser telle ou telle partie du plan Mansholt qui serait absolument dramatique pour cette agriculture. J'ai souvent entendu dire autour de moi, et là il nous faut revenir une dernière fois je pense en arrière, Georges Pompidou a été pendant un certain temps animateur d'une célèbre banque d'affaires. Il est l'homme du grand capital. Comment voulez-vous que cet homme ait une politique sociale? Oui. Eh bien, écoutez, je m'en suis expliqué ce matin même très clairement à la radio sur France Inter et j'espère qu'on l'aura entendu. J'ai peut-être été dans la banque, en effet, pendant quelques années, mais je suis fils d'instituteur, j'ai été universitaire, j'ai été fonctionnaire au Conseil d'État, j'ai été au gouvernement, et en fin de compte, en choisissant de suivre le général de Gaulle, eh bien, j'ai renoncé à la fortune. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse en dire autant. Mais mon programme social, il existe aussi, croyez-le bien, ou mes objectifs sociaux. Seulement, je voudrais d'abord dire que quand on parle social, on croit toujours qu'il s'agit des rapports entre les ouvriers et les patrons de l'industrie. C'était vrai au XIXe siècle, où c'était le grand problème. L'agriculture, le commerce, les professions diverses vivaient comme toujours, et l'industrie se transformait, et elle se transformait aux dépens des ouvriers. D'où ce grand mouvement socialiste, qu'il soit germanique, avec Karl Marx, ou qu'il soit plus humain, plus sentimental, comme le socialisme français, qui a abouti à Jean Jaurès. Aujourd'hui, il y a bien d'autres choses, du point de vue social. Il y a des catégories défavorisées. Je citais tout à l'heure les petits agriculteurs. Je citais tout à l'heure aussi les petits commerçants, les petits artisans. Je pourrais même citer les cadres moyens qui, lorsqu'ils sont un peu âgés, s'ils perdent leur emploi, ont beaucoup de mal à se reclasser. Mais je pense surtout aux personnes âgées.
quand j'étais au gouvernement, la Ve République a plus que doublé leur allocation. Elle reste néanmoins insuffisante et inférieure à ce qu'il y a chez nos voisins allemands, par exemple. Voilà un effort prioritaire. Je pense à tant d'enfants handicapés qu'autrefois on laissait mourir et qui aujourd'hui vivent grâce au ciel, mais qu'il faut aider, eux et leurs familles, à vivre, à pouvoir trouver une occupation, une vie aussi normale que possible. Là aussi, c'est un grand effort et qui me touche particulièrement. Voilà quelques-unes des catégories alors, si vous voulez, non, là, auxquelles je pense particulièrement. Prioritairement. Alors revenons à la classe ouvrière. Alors j'en viens à la classe ouvrière parce qu'évidemment, c'est le grand problème que l'on pose et que l'on m'oppose. Eh bien, sur la condition des ouvriers, mon idée est la suivante. La première chose, c'est le niveau de vie, c'est-à-dire le salaire et les conditions de vie, c'est-à-dire le logement, l'équipement ménager, qui est le soulagement de la femme de l'ouvrier. La société de consommation. La société de consommation, je ne crois pas qu'il faille la détester quand il s'agit de donner à la femme d'un ouvrier ou à la femme d'un paysan un frigidaire ou une machine à laver ou une cuisinière électrique. Je crois même que c'est excellent. Et puis, il y a l'environnement, les transports, par exemple, si fatigants pour les ouvriers et les salariés de la région parisienne. Il faut s'en occuper aussi. Et puis, il y a l'organisation du travail dans l'usine. Il y a les rapports entre les ouvriers et les patrons. Alors là, nous avons fait des choses. J'ai fait voter une loi de participation aux bénéfices. Oh, je sais bien qu'on ne s'en aperçoit pas beaucoup parce qu'elle commençait sur l'année 68 et que l'année 68, au point de vue des bénéfices, risque d'être médiocre à cause des grèves. Mais elle existe. Il y a les comités d'entreprise dont j'ai fait augmenter les pouvoirs. Il y a la loi permettant l'action syndicale que j'ai promise à Grenelle et que le gouvernement de M. Couve de Murville a fait voter. Mais il y a surtout les rapports sociaux à l'intérieur de cette entreprise. Et j'estime d'abord que les ouvriers, les cadres, les employés doivent être au courant, doivent être informés de ce que fait l'entreprise, de ce que ses dirigeants se proposent de faire, de leurs objectifs, de leurs résultats, de leurs difficultés. C'est ce devoir d'information que l'État peut leur imposer. C'est d'ailleurs de ça que me parlait le général de Gaulle quand il me parlait de participation. Pour le reste, eh bien, il faut pousser à une plus grande collaboration, à ce que les ouvriers, les salariés ne soient pas des robots, à ce qu'ils soient intéressés à leur travail directement. Mais ça, l'État peut y inciter, il peut le favoriser, mais ça dépend avant tout des conventions entre les syndicats et le patronat. Ça dépend avant tout des rapports humains entre les patrons et les ouvriers. On peut faire une bonne loi sur le mariage, ça n'a jamais fait que le mari et la femme s'aiment et s'entendent. Eh bien, une bonne loi sur les entreprises ne le fera pas non plus. Il faut des conventions directes, discutées entre syndicats et patronat. Et d'ailleurs, c'est l'avis des syndicats et c'est l'avis du patronat. En août 67, je me souviens, j'ai écrit au patronat en lui disant « Je voudrais que vous parliez avec les syndicats des problèmes d'emploi et de chômage ». Eh bien, il a fallu 18 mois pour que ça se fasse. Mais ça s'est fait et ça donne satisfaction à tout le monde. Oui, il faut transformer la condition ouvrière, mais ça n'est pas l'État seul qui peut le faire. Il faut que les ouvriers et les syndicats le veuillent, et il faut surtout que les patrons le veuillent et deviennent plus modernes, plus humains, plus compréhensifs, comme l'est d'ailleurs un patron véritable au XXe siècle. Aux États-Unis, par exemple, c'est le cas. Nous n'avons pas parlé, monsieur, du franc. J'ai souvent entendu dire également, avec le départ du général de Gaulle est tombé le dernier rempart qui nous protégeait d'une dévaluation. Notre monnaie est malade, peut-être perdue. Je voudrais bien savoir qui dit ça. J'ai connu des situations pires. Quand M. Guy Mollet, par exemple, est arrivé au pouvoir, M. Defer était un des principaux de ses ministres.
il y avait dans les caisses, si je me souviens bien, 400 millions de dollars. C'était très peu. Quand il est parti, il y en avait zéro. Je dis $0. Bon. À l'heure actuelle, qu'est-ce que nous avons? Peut-être 3 milliards de dollars, ou 4, je ne sais pas exactement. Alors nous pouvons encore nous défendre. Ceci étant dit, c'est vrai, notre monnaie peut être en péril. Elle peut être en péril si notre économie ne progresse pas, si la France ne se met pas au travail, si nous n'avons pas une expansion rapide, ce qui est mon objet, mon but, et aussi si la confiance ne règne pas, si les hommes n'inspirent pas confiance, s'il n'y a pas la stabilité gouvernementale qui seule donne la sécurité et crée la confiance. Mais précisément, c'est vers cela que je tends, croyez-le bien. Je ne crois pas du tout que la monnaie soit perdue. Il faut la défendre. Mais la monnaie, c'est comme l'expansion, c'est comme le niveau de vie, c'est finalement comme le bonheur des hommes. Ça dépend de la tranquillité, de la sécurité. Et la sécurité française, français, vous le savez bien, elle ne vient que de la stabilité politique. Et cette stabilité politique, vous ne l'avez qu'à condition qu'il y ait un gouvernement rénové, efficace, s'appuyant sur une majorité très large et répondant à l'impulsion, aux directives d'un chef d'État qui est l'autorité et qui soit capable de rassurer parce qu'on sait que dans les circonstances difficiles, il est capable de fermeté. À vous, Françaises et Français, de savoir